Cet accord peut réussir pour ne pas être pessimiste. Mais il semble aussi être un mort-né parce qu'il comporte en lui-même des éléments que le Rwanda a toujours soutenus comme prétexte pour renier sa signature. Tout en rappelant ici que ce n'est pas le premier accord que nous signons avec le Rwanda. Le Rwanda, en tant qu'un pays qui a connu la guerre, Kagame a fait la guerre toute sa vie, ne comprendra qu'un seul langage. C'est le langage de la force. Il faut faire la guerre au Rwanda. Pas nécessairement faire la guerre au Rwanda, mais il faut dissuader le Rwanda à ne pas attaquer le Congo. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre à la Russie parce que la Russie a dissuadé, a mis en place un dispositif dissuasif. Les États-Unis ne peuvent pas, la Chine peut faire la guerre économique aux États-Unis, mais pas faire la guerre militaire avec les États-Unis parce que l'État dispose de moyens dissuasifs. En fait, nous ne voulons pas devenir des ventes en guerre, mais nous voulons devenir des États stratèges. Un État stratège qui envoie un message implicite à tous les voisins. Vous voyez comment je suis organisé. Vous voyez comment je prends le sérieux que je mets quand il s'agit de l'intangibilité de mes frontières. Vous voyez comment je tiens compte de l'intégrité de mon territoire. Vous voyez comment je tiens à la survie de ma population. Et regardez les moyens dont je dispose. Personne ne va s'aventurer. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funam. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête
qui répond aux normes internationales. La magnifique salle continentale House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Merci pour votre fidélité et pour votre soutien indéfectible à Politicon, votre chaîne, la force du détail. Nous venons de loin et même de très loin et grâce à la détermination dont nous faisons preuve et grâce à votre soutien, nous sommes en train d'avancer vers des perspectives meilleures. Vous n'avez qu'à le constater, ce plateau a été relooké. Mais nous gardons la même philosophie, le même esprit pour vous servir avec le souci du détail. C'est parce que nous avons le souci du détail que nous sommes permis de faire bouger notre porte-monnaie afin de vous offrir un cadre qui correspondent à vos attentes. Et nous en sommes certainement convaincus, nous en sommes fiers et convaincus que vous êtes des milliers à nous regarder. Le parcours a été long, mais aussi non sans anicroche, mais quand même nous sommes en train de nous en relever. Et ce parcours ressemble à presque celui de la République démocratique du Congo qui, après 65 ans d'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale, on a l'impression de marquer les pas entre indépendance et inanition. Nous ne savons pas où le Congo va. Et au travers de ce numéro, nous allons devoir nous poser les bonnes questions auxquelles nous aurons des bonnes réponses grâce à la pertinence légendaire de l'invité qui est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons vouloir lever le voile sur l'accord signé à Washington le 27 juin dernier. Les générations succèdent et les unes après les autres, et toutes semblent répéter les mêmes erreurs du passé. Quelle est la responsabilité de cette génération, ou bien notre responsabilité en tant que contemporain? On a l'immense plaisir, en même temps privilège, de recevoir sur ce plateau le docteur Silas Mimile Makango, qui n'est plus à présenter au sein de l'opinion, pasteur de l'église Le Racheté. Cité Rama. Cité Rama, que dis-je. Allez, soyez les bienvenus, bonjour. Merci, bonjour Gédéon. Bravo pour ce relooking. Merci. Mes respects et mon admiration pour ce que vous faites, Jean-Pierre Kayembe, de pouvoir relooker aussi bellement ces plateaux. C'est une très bonne chose. Merci de vos soutiens et de vos encouragements, et c'est grâce au management de Jean-Pierre Kayembe que nous saluons depuis quelque part. C'est un privilège de vous avoir chaque fois et des questions tombent. On dit, lorsque vous recevez le pasteur
il est profond, percutant, perspicace. Pourquoi ces opinions aussi tranchées n'arrivent pas à faire bouger les lignes au sein de notre société? Merci beaucoup, mon cher ami. C'est vrai. Il y a ce que je dis, ce que j'appelle l'impuissance de un en tant qu'individu, un en tant que chiffre mathématique, un en tant que le doigt de la main. Il faut un système pour démanteler un système et créer un autre système. Ce ne sont pas les individus qui le font. Et le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui consisterait non pas seulement à célébrer les singularités, les individualités, mais beaucoup plus à les encourager à prendre conscience qu'il y a de l'impact et lorsque l'on travaille ensemble. Les mal auxquels nous faisons face en tant que société, en tant que république, c'est érigé en système. Donc, ça s'est métastasé. Ça s'est métastasé. On peut être bon dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Je crois qu'il faudrait conjuguer ensemble ces efforts, qu'il y ait, comme beaucoup d'autres déjà qui existent, qui disent les mêmes choses avec autant de pertinence, que nous puissions nous attaquer au mal, mais de manière systématique et systémique. Parce que si le mal qui nous a vu naître, c'est ce mal qui va nous enterrer, ça n'aurait servi à rien d'exister, parce que nous serons derrière coupables d'avoir fait exister nos enfants pour subir les mêmes choses qui nous ont fait souffrir, et pourtant nous n'avons fourni pas assez d'efforts pour changer ces choses. Dans notre hymne national, nous parlons d'un beau pays que nous allons léguer à notre chère postérité. Cette postérité mérite de nous une société, une république bien pensée, une république où il fait beau vivre, une république où le droit devient le deuxième nom de Dieu, une république où le respect de l'autre est sacré, une république où la notion du bien commun est comprise de la même manière par toutes et par tous. Et donc, j'estime à mon humble avis que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas une semence qui tombe à terre. Nous la plaçons. Ça tombe dans la bonne terre, vous en êtes sûr? Dans la bonne terre, je suis sûr. Si nous n'avons pas la chance de voir les changements pour lesquels nous nous battons, espérons que nos enfants vont vivre au milieu de ces changements. Mais pour ça, il faudrait que vous et moi ne soyons plus complaisants. Il faudrait que vous et moi sortions de cette légèreté que nous avons généralement lorsque nous faisons les analyses sur notre pays, en voulant plaire à un camp ou à un autre, parce que ces mal s'attaquent aux Congolais de tous bords. Ils s'attaquent aux Congolais de toutes les tribus, de tous les clans. Ils s'attaquent aux Congolais intellectuels, illettrés, universitaires et non instruits. Ils s'attaquent aux païens et aux chrétiens congolais. Et c'est notre maison qu'on appelle la République démocratique du Congo qui fait face à ces mal. Et pour ça, nous avons besoin d'une synergie d'intelligence, une synergie de force. Chacun peut rester dans le domaine qui est le sien, mais comprendre que le mal doit être démasqué et être condamné. Comment faire pour créer cette synergie de force, cette fédération d'énergie? Est-ce que votre casquette d'homme de Dieu, pasteur, vous met parfois dans une posture un peu plus alambiquée de pouvoir dénoncer certaines choses? Évidemment, parce que traditionnellement, pour ne pas dire naturellement, traditionnellement, on ne s'entend pas ce que les pasteurs parlent de cette manière-là. L'on dit, les pasteurs, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut faire s'attaquer à la politique? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la République, on pense qu'on parle de la politique. Si vous refusez que je parle de la politique, alors je vais parler de l'espace qui vous appartient, qui m'appartient. Je vais parler de cet espace où nous sommes cohabitants, colocataires, qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et j'en parle parce qu'en lisant ma Bible, je me suis rendu compte qu'il était aussi de ma responsabilité de prier en faveur du pays dans lequel Dieu m'a établi. Parce que votre avenir en dépend. Mais moi, je suis de ceux qui refusent de prier si vous m'empêchez d'agir. Je refuse de prier si vous m'empêchez de réfléchir. Parce que ma prière doit être tributaire à mes résolutions que j'ai commencées dans mes réflexions. Ma prière doit aussi être aussi accompagnée des actions que je pose. Je refuse de prier les bras croisés. Je refuse de prier en congédiant mon intelligence. En tout cas, c'est important. Nous allons un peu
nous appesantir sur le 65 ans d'indépendance. Très rapidement, question directe, depuis 60 à nos jours, quel diagnostic faites-vous ou bien quel bilan dressez-vous de ce 65 ans d'indépendance de notre pays? Quel bilan? Quel diagnostic? Ben écoutez, la première des choses, c'est d'abord d'être reconnaissant envers nous-mêmes, envers le bon Dieu, du fait que ce pays continue à exister. Ouais. Ouais. On est passé par toutes les étapes. C'est-à-dire que c'est 65 ans d'assiduité, c'est 65 ans d'un malade dont on a pronostiqué la mort très imminente, mais ça fait 65 ans qu'il continue à survivre en dépit de tout. On a résisté grâce à quoi? On a résisté. Avons-nous résisté grâce à nous? Avons-nous la recette pour laquelle nous avons résisté? Je dirais non. Mais maintenant, il faudrait disposer d'une recette qui, au-delà de nous faire survivre, nous fera vivre. Alors, on a surmonté tous les défis par miracle. On a plusieurs défis, mais j'ai juste évoqué ici cette longévité. Au regard de tout ce que nous avons traversé, au-delà de toutes les convoitises que nous avons autour de nous, au-delà de notre fragilité interne, cette fragilité qui est devenue presque caractérielle, mais nous avons quand même résisté. C'est extraordinaire. C'est comme un malade qui transporte dans son corps une maladie, une pathologie qui tue, mais ça fait des années que ces malades infectés continuent à vivre au grand étonnement. Alors, ça relève d'un miracle. Ça, c'est le miracle. 65 ans, c'est le miracle. Mais allons nous contenter d'être ce pays de miracles ou bien allons-nous devenir ce pays de réalisation? J'opterai pour la deuxième option. Nous devons devenir non pas un pays de miracles, mais plutôt un pays d'options. C'est-à-dire opter pour de grands résultats, faire le choix pour les grandes réalisations, faire le choix pour le développement, faire le choix pour les droits, faire le choix pour la prospérité, faire le choix pour la puissance, faire le choix pour une belle image et une belle visibilité. 65 ans, c'est énorme. Mais 65 ans n'est qu'un chiffre. Est-ce que ce que nous sommes correspond à un monsieur qui aurait vécu 65 ans? Loin de là. Il y a une grande inadéquation entre le nombre d'années depuis notre accession à la souveraineté internationale et ce que nous sommes, même dans l'échiquier international, dans les concerts des nations. Rien qu'au niveau de la région, nous semblons être l'un des pays les plus fragiles, les plus faibles, qui ne témoigne même pas une ambition de pouvoir se relever et de se constituer en puissance. C'est ça les drames. Donc le 30 juin ne devrait pas seulement être le jour de la commémoration, de la célébration, mais devait aussi être le jour de la méditation. Regardez cette date comme un miroir. Quelle est l'image que nous renvoie le 30 juin 1960? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes fiers de ce que nous sommes devenus? Non. À part cette longévité, il n'y a pas de contenu qui corresponde, qui soit proportionnel aux ressources que nous disposons. Il faut partir d'une série de questions pour nous remettre en question. Voilà. Et nous affirmer en tant que peuple, en tant que nation. Si nous ne posons pas de bonnes questions, nous n'aurons pas de bonnes conclusions, nous ne ferons pas de bons diagnostics et nous n'allons pas proposer de belles recettes. Tout à fait. Notre questionologie doit être rigoureuse. Notre questionologie doit être sévère. Une questionologie qui se fait en maintenant la distance avec le monde politique. Pas de place pour la complaisance. Pas de place pour la complaisance parce que nous n'avons fait que ça. Nous avons admiré ou détruit ces pays en fonction de qui est au pouvoir et qui n'y est pas. Nous avons fait nos analyses en fonction pour plaire, en fonction de celui qui est à la tête du pays ou bien de celui qui est dans l'opposition. Je pense qu'à un moment donné, nous devons nous tenir sur cette plateforme qu'on appelle le bon sens. Sommes-nous fiers? Non, nous ne pouvons pas être fiers parce que lorsque le Belge quitte en 1960, il nous laisse avec plus ou moins 147 000 km de route. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à plus de 165 000 km de route. C'est-à-dire, nous n'avons pas accompli les tiers des routes tracées par les Belges.
Lorsque le Belge quitte le Congo, le jeudi 1960, il nous laisse avec 5700 km de chemin de fer. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas à 5800 km de chemin de fer. Aujourd'hui, le Belge a laissé Kinshasa avec une population avoisinant les 900 000 habitants. Nous avoisinons aujourd'hui les 20 millions d'habitants. Regardez comment est-ce que nous vivons, regardez l'état de nos routes, regardez l'état de nos écoles, regardez l'état de nos universitaires, regardez l'état de nos policiers. Aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui en 2025, la meilleure des armées que nous n'ayons jamais eues sont encore les forces publiques. Les FARDC sont indisciplinés, les FAC ont été indisciplinés, l'ANC de Mobutu indiscipliné, le phase de Mobutu indiscipliné. En réalité, nous avons du mal à faire mieux que le Belge. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes méchants, nous sommes ingrats. Nous avons été des très bons colonisés et des mauvais indépendants. Vous le dites si bien dans votre tweet. Bons colonisés, mauvais indépendants. Alors pour marquer une certaine progression, une marge de progression, que faut-il faire? Est-ce que n'êtes-vous pas d'accord avec ceux qui estiment que l'indépendance du 30 juin 1960 était un cadeau empoisonné? Une indépendance, une libération ou une liberté n'est jamais un cadeau, n'est jamais un acquis. Okay. C'est celui qui en bénéficie qui définit ce qu'il en fera. Voyez-vous? Donc, nous avons obtenu cette indépendance quelque part parce que nous l'avons méritée, quelque part parce que le contexte international a joué en notre faveur. N'oubliez pas que lorsque nous obtenons notre indépendance, 13 autres pays africains l'étaient déjà. Donc, c'était la vague de l'époque. À l'époque, au sein de l'ONU, la Russie, les États-Unis d'Amérique, deux grandes puissances nucléaires qui n'étaient pas des colonisateurs, qui n'étaient pas colonisatrices, ont milité pour mettre fin finalement, afin de créer un équilibre de puissance, ont milité pour que l'on arrête avec ce mouvement de colonisation. Nous avons été indépendants parce que les Belges l'ont aussi accepté face à cette pression. Mais la question n'est pas s'il était un cadeau empoisonné ou pas. La question, étions-nous assez mûrs, étions-nous assez matures pour prendre à bras le corps et transformer ce pays mieux que l'auraient fait les Belges? C'est là le problème. Qui ont pris l'indépendance? Est-ce que l'élite congolaise de l'époque, est-ce que l'homme politique congolais de l'époque savait ce qu'il ferait de l'indépendance, ou soit il savait ce qui deviendrait après l'indépendance? Malheureusement, c'est la deuxième partie qui a beaucoup plus été l'objet de la cogitation de nos pères de l'indépendance, qui ont estimé que la meilleure des choses, c'était de prendre d'abord la place de Belges, et même si on ne savait pas trop ce qu'on ferait du pays, d'où aucune politique claire n'a été définie. Pour preuve, la toute première résolution que les parlementaires congolais indépendants ont prise, la toute première décision, c'était sur la hausse des émoluments au niveau du Parlement. Regarde que cela puisse paraître, alors que vous venez fraîchement d'accéder à l'indépendance. Voilà. Et 5 jours à peine après l'indépendance, nous avons la première mutinerie. Pourquoi? Parce que le général Janssens a écrit, lors d'une parade militaire au camp Kokolo aujourd'hui, il a écrit « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Avait-il raison? Oui, il avait raison. Mais il a été très mal compris, parce que ce qu'il voulait dire, les soldats congolais indépendants voulaient eux aussi bénéficier des mêmes avantages que les civils. Parce que Lumumba disait par exemple, avant notre accession à l'indépendance, qu'avec l'indépendance, Mongamba Kokoma Mokonzi. Et les militaires se rendent compte qu'après le départ des Belges, les civils ont eu des promotions, ils ont occupé certains postes de direction. Et nous, les civils, on nous dit que nous les militaires plutôt, nous resterons tels que nous sommes. Ce que Janssen, le colonel Janssen voulait dire, c'était plutôt l'armée est apolitique.
Donc pour l'armée, avant l'indépendance égale après l'indépendance. L'armée ne se soumet pas à la dynamique politique, l'armée se soumet à la chaîne de commandement. Malheureusement, c'était injuste aux yeux de nos soldats de l'époque. Eh bien, la première mutinerie commence le 5 janvier. OK? Le 5 juillet, pardon. Et déjà le 11 juillet, on va avoir la sécession katangaise. Ce qui signifie que cette indépendance tchatcha que nous célébrons n'a pas été une fête dans tout le Congo. Lorsque nous nous fêtons ici, au Kasaï, il y avait deuil. OK? Lorsque nous étions en train de fêter ici, il y avait des questionnements au niveau du Katanga. Bon, on ne va pas faire un procès à ces vaillants hommes qui ont été nos pères, qui ont milité pour notre accession de l'indépendance. Mais la bonne question est celle-ci. Chaque génération qui est venue après celle de 1960 semble avoir été mieux équipée intellectuellement, mieux informée et même mieux équipés sur le plan spirituel. On réalise que c'est tout le contraire. Toutes les générations semblent répéter les mêmes erreurs. Les réalisations, nous n'avons pas mûri. Nous grandissons avec le nombre de diplômes, nous grandissons avec la qualité de notre speech, mais nous n'avons pas réussi à donner à ces pays l'image d'un État indépendant depuis 65 ans, mais aussi un pays qui dispose de tout ce dont il dispose aujourd'hui. Ce qui signifie quelque part, nous n'avons pas réussi, et puisque nous n'avons pas réussi, nous avons échoué de donner à ces pays l'éclat, la brillance, la grandeur d'un pays vieux de 65 ans. Pas seulement vieux de 65 ans, mais surtout un pays qui dispose de tout ce dont il dispose. Pourquoi nous ne l'avons jamais fait? Parce que nous n'avons jamais mis sur les bancs des accusés. Nous n'avons jamais amené à la barre. Nous n'avons jamais amené dans notre laboratoire républicain l'homme congolais pour se poser la question si c'est avec cet homme que nous allons changer ce pays ou bien c'est avec un autre homme. Alors qui devait donner cette impulsion pour essayer dans la mesure du possible de réussir cette transition, c'est-à-dire de la colonisation à l'indépendance, parce que vous l'affirmez si bien dans votre tweet que le colonisé doit faire mieux l'Angola et le Brésil. N'en vit plus le Portugal. Non. Ce sont les deux pays que vous prenez pour modèle exemple. Tous les deux ont été colonisés par les Portugais. Est-ce que le système... Aujourd'hui, c'est les Portugais qui vont chercher du boulot, qui va chercher... Les Portugais vendent sa maison. D'ailleurs, pour votre information, en termes d'immobilier, facile à acquérir en Europe aujourd'hui, c'est au Portugal. Ils vendent sa maison. Ils vendent sa maison pour aller investir au Brésil. C'est-à-dire, le colonisateur pense que le climat des affaires est plus propice chez le colonisé. C'est ce qu'on appelle la décolonisation. Est-ce que ce n'est pas le système par le système francophone nous laissé et dont on a hérité? Parce que comparativement à l'Angola que vous prenez comme modèle ou exemple, l'Angola qui a été ravagé par des guerres s'est relevé 27 ans de guerre. Et 27 ans de guerre et 23 ans de paix. Mais à comparer les 23 ans de paix et 65 ans de dépendance, il n'y a pas match, il n'y a pas photo entre la RDC et l'Angola. Mais justement parce que nous n'avons pas voulu donner un contenu à notre congolité. C'est quoi être un Congolais? C'est quoi être un Congolais, à part le fait d'être dans un costume? C'est quoi être un Congolais, à part le fait de rouler carrosse? C'est quoi être un Congolais? Voyez-vous? Ce n'est pas un problème de la francophonie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a fait un grand pas. Ça fait plusieurs années que je veux au moins une fois, si pas 2 fois l'année, en Côte d'Ivoire pour des conférences. Mais je vous dis, en termes d'infrastructure aujourd'hui, en termes de la stabilité économique, nous sommes trop loin. Ce n'est pas seulement l'Algérie qui, elle, n'a pas seulement été colonisée par la France, mais qui a été perçue pendant un bon moment en animosité avec la France. Les Maroc aussi, ce sont des États francophones. Voyez-vous? Le Togo, de fort, malgré tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, ils ont quand même des avancées par rapport au fait. Nous sommes trop dans l'immédiateté. Nous avons été colonisés, les Belges sont partis, mais nous ne sommes pas décolonisés. Parce que la décolonisation ne se fait pas sur papier. C'est dans cette alchimie mentale. C'est travail mental, comme le disait
le feu professeur Mabika Kalanda. Il nous faut une véritable remise en question. Les Belges sont partis, mais nous ne sommes pas décolonisés. Quand on a vu qu'avec les Belges, ça ne va pas, nous sommes allés chercher d'autres colonisateurs, comme on le fait aujourd'hui. Nous sommes à la recherche de colonisateurs. Comme un enfant qui est à la recherche d'une famille d'adoption. Alors qu'on a déjà plus de 18 ans, on a atteint l'âge de la majorité. Mais on voudrait coloniser l'Union européenne. L'Union africaine n'a pas été sérieuse envers nous. Nous allons aller chez les Américains. Nous sommes, au fait, nous montrons à la face du monde que nous sommes incapables de gérer nos problèmes par nous-mêmes. Eh bien, tout le monde voudrait se faire Mère Teresa. Tout le monde voudrait nous prendre en charge. Pourquoi? Parce que nous avons raté la phase de la décolonisation lorsque nous avons accédé à l'indépendance. Et la décolonisation n'est pas juridique. Elle est d'abord idéologique. Elle est idéologique. Elle est mentale. Regardez, lorsque le 11 juillet, on a la sécession katangaise, au mois d'août, début août, on a la sécession avec Albert Kalonji du Kasaï, l'homme politique congolais ne trouve pas d'abord qu'il serait prudent, judicieux, de parler entre eux. Personne ne cherche à parler avec Tchombe, personne ne cherche à parler avec Kalonji. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met en place une diplomatie. Cette diplomatie va aller à la recherche des médiateurs internationaux qui a fait que, vous savez ce qui est arrivé, Lumumba est malheureusement tué, Mobutu avec la bénédiction de l'Occident. Cette fois-là, ce n'est plus la Belgique qui place Mobutu, c'est avec la bénédiction de la CIA. Donc, les colonisateurs et partis même ne sont pas décolonisés. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, apprendre à nous décoloniser. Et cette décolonisation, nous la ratons et il suffit de voir comment nous nous comportons, quelle est notre approche, notre perception que nous avons de tout ce qui est étranger. Tout ce qui est étranger est encensé au Congo. Il faut qu'un Charles Onana écrive sur les génocides au Congo pour que toutes les autorités les reçoivent. Et pourtant, moi, je peux vous citer des compatriotes congolais qui ont écrit des livres assez fournis. Sur le même sujet. Sur le même sujet. Mais malheureusement, ils sont congolais. Il faudrait que ce soit une firme, un cabinet qui vient de l'extérieur pour proposer à nos dirigeants une recette pour réussir très vite la cohésion nationale pour qu'on leur paye. C'est ça notre approche. Ceux qui n'ont aucun pototé au bongité. Est-ce que ceci n'est pas aussi une question de confiance qu'on ne sait pas se faire mutuellement? Mais justement parce que la colonisation nous a détruits. Elle est partie et nous a laissés dans cet état de destruction, mais nous n'avons jamais cherché à reconstruire ce que la colonisation a détruit. Au contraire, après la colonisation, la dictature est venue nous enfoncer parce qu'il fallait faire le culte du timonier. Il fallait faire le culte de l'homme du maréchal. D'où aujourd'hui, vous verrez que même un professeur d'université, intellectuel de son état, va chanter les djalelo à l'endroit de l'autorité morale de son parti, parce que l'autorité va plaider en ma faveur pour les prochaines nominations. Donc, nous sommes dans cet état de demi-mort, de demi-vivant. Il faut vite nous reconstruire. Un état de sans paix, sans guerre. Sans paix, sans guerre. Une sorte de non-état. C'est ça. Mais vous dites, je vous interromps pas, vous dites que contre toute attente, ces pays a survécu au-delà de pronostics. Le Congo a déjoué toutes les mauvaises statistiques en réussissant à consolider sa dimension, sa superficie telle qu'acquise en 1960 sans être défaitiste. Est-ce que ce n'est pas une façon voilée de dire les choses? Vous parlez de l'esprit de l'homme congolais, vous parlez de son état. Est-ce que ce pays, nous sommes encore une nation à ce jour? Est-ce que n'avons-nous pas réussi à déconstruire ces pays ou à l'expression me manque, à passionner ces pays?
par notre manière de penser, par notre idéologie et tout ce qui va avec. Avons-nous réussi à construire ces pays, à détruire ces pays depuis qu'il a été détruit par la colonisation? Parce que l'intelligence de la colonisation consiste à défaire ce qui est pour faire et placer ce qu'on en apporte. Ça, c'est normal. C'est l'intelligence de la colonisation. Mais quand les Belges partent, nous n'avons même pas remarqué que nous étions défaits en tant que peuple. Nous n'avons même pas remarqué que nous avons été placés dans une sorte d'aliénation. Parce que les Belges ont même catégorisé la population congolaise en 2 tranches. Première tranche, la plus majoritaire, c'est l'indigène. La deuxième tranche, c'est les évolués. Qui sont les évolués? Ce sont ceux-là qui cherchent à s'assimiler, à mimer les Belges. Donc, on nous amène dans une course de négation de soi, de son identité propre, afin d'être la photocopie du Belge. On n'a pas réussi à briser ça. On n'a pas réussi à briser ça. Et ceux qui nous ont conduits aux premières heures de notre accession de notre indépendance ont été les évolués. D'où les évolués se sont aussi comportés comme des potentats, comme des Belges. Ils ne pensent que d'abord à eux-mêmes. Ils n'ont pas eu une politique bien définie qui était censée prendre ces pays de là où les Belges l'avaient laissé pour les placer au firmament dans le concert des nations. Nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, vous répétez ce que j'ai dit tantôt. On n'existe pas en tant qu'État. On n'existait pas en tant qu'État. Non, on n'existait pas en tant qu'État. Alors ces pays n'existaient pas. Il existe. Il existe de façon géographique peut-être. Nous sommes en train de frôler ce qu'on appelle la relation internationale, une libanisation, une somalisation. C'est-à-dire on existe en tant que pays, mais il n'y a aucun fonctionnement rationnel d'un État dit moderne. Là, vous parlez de l'esprit et du corps. La multiplicité de groupes armés. L'incapacité pour l'État congolais d'être présent dans certains coins de la République. Parce que qui dit État dit gouvernement, qui dit État dit pouvoir. Or, il y a des endroits où ce ne sont pas, ce sont des individus, ce sont des groupes armés qui exercent l'autorité en lieu et place de l'État parce que l'État n'a pas les moyens de se projeter à ces endroits-là. Nous sommes un État aussi parce que nous avons une population. Qui, à ce jour, peut nous dire combien de Congolais existent? Voyez-vous? Nous sommes un État parce que nous sommes dans un territoire. Mais quand on dit un territoire, ce n'est pas simplement l'espace, c'est aussi la dimension de connectivité de ces espaces. On peut partir aujourd'hui de Luanda jusqu'à Cape Town en route. On peut partir de Kasumbalesa jusqu'à Durban en route. Mais on ne peut pas partir du Congo central jusqu'à Kisangani en route, 65 ans après. Pourtant, c'est le même espace, le même pays. Donc, il est plus facile d'atteindre une ville étrangère que d'atteindre une ville en République démocratique du Congo. Les billets aller-retour Kinshasa-Lubumbashi, c'est presque le même prix que les billets aller-retour Kinshasa-Johannesburg. Donc, ce sont des choses qui devraient nous amener à réfléchir et pour ça, on n'a pas besoin de faire de la politique. Pour ça, on n'a pas besoin de parler au nom de l'opposition ou de la majorité. Non. Le bon sens devrait nous amener plutôt à considérer que nous avons traîné les pieds. Nous nous sommes livrés dans des combats stériles. Et dans tout ça, le rôle de l'élite ou de l'intellectuel, s'il faut parler de lui, est-ce qu'il en existe d'ailleurs dans ces pays, des intellectuels? Oui, on a toujours des intellectuels. Il y a l'élite dans tous les pays du monde. Même en Haïti, il y a une élite. Mais le tout dépend de la quantité. Mais qui est cette élite dont vous parlez? C'est qui l'élite? Le tout dépend de la quantité, de la qualité, de la lumière dont est porteur cette élite. Okay. C'est qui cette élite-là?
cette minuscule partie de la population qui ont eu le privilège d'avoir accès au savoir, qui sont détenteurs d'un savoir que la masse n'a pas. Et par ricochet, ils sont donc responsables quant à montrer la voie à suivre par la nation tout entière. Ils deviennent les guides, ils deviennent les yaya, les grands frères, ils deviennent les aînés, ils deviennent les exemples et les modèles. Mais le problème, c'est quoi? Le problème n'est pas si nous avons une élite, quelle est la qualité de cette élite? Une élite qui se complaît qui se conforte dans l'aliénation. Une élite qui se bat pour être acceptée par l'extérieur en lieu et place d'assumer sa fonction ou sa responsabilité vis-à-vis du destin. Nous avons une élite, nous avons des intellectuels, mais malheureusement, qui refusent de débattre sur des véritables questions qui touchent à leur identité en tant que nation, mais aussi qui touchent à leur survie en tant qu'État. Parce que, je vais redire ce que j'ai dit une fois sur ce plateau, dans la géopolitique, les États ne font face qu'à deux impératifs. C'est la survie et la puissance. Allons-nous survivre dans les 3 années, dans cet espace de 2 410 km², ou bien nous allons continuer à laisser Nanga et sa bande contrôler la partie contrôlée? Est-ce que nous allons survivre dans ces déchirements qui nous plaît parce que le nombre de bouches à nourrir diminue, ou bien nous allons grossir la casserole pour que tout le monde mange? Allons-nous survivre lorsque l'Ouganda joue un double jeu, pas simplement parce que nous, République démocratique du Congo, ne voulons pas comprendre que l'Ouganda et le Rwanda ne forment qu'un binôme? Allons-nous survivre demain si jamais l'Angola développait aussi une politique hégémonique dans la région et cherchait à fragiliser le Congo pour se donner de la chance de devenir une puissance régionale? Allons-nous survivre aujourd'hui lorsque nous avons ce dont le monde a besoin, mais que le monde n'a pas besoin de nous? Allons-nous survivre? Donc, voilà les véritables questionnements que l'intellectuel devrait se poser. Mais la question magistrale que l'intellectuel doit se poser, quel type d'acteur il faut pour un Congo relevé? Quel est le profil de l'homme congolais? Depuis 1965, on ne l'a pas fait. Les Belges ne l'ont pas fait. S'il l'a fait, c'était pour avoir un Congolais prêt à être manipulé, prêt à servir la métropole. Mais nous-mêmes, Mobutu l'a fait pour avoir un Congolais qui les regarderait comme Dieu, qui les regarderait comme étant celui qui a la solution à tous les problèmes. Voilà pourquoi un Mobutu fragilisé, c'est un État fragilisé. Et au regard de tous ces impératifs, combien d'années on prendra pour nous en relever? L'abondance de l'information aujourd'hui, la profondeur de nos douleurs subies depuis notre passé, est inaubaine. Ça peut nous réduire vraiment de manière très sensible le temps pour nous de nous relever. Le tout dépend de deux choses. La qualité du leadership qui va présider ces chantiers. Et deuxièmement, le contenu que l'on va donner au profil du Congolais. C'est-à-dire cette congolité que l'on dit de père et qu'on a voulu réduire au père et à la mère, malheureusement. Cette congolité doit être définie, non pas parce que je suis de père et de mère, mais parce que je suis porteur de valeurs républicaines. Parce que je suis défenseur de valeurs morales. Parce que je suis assez éclairé pour briller dans le domaine qui est le mien et aider le Congo à devenir la puissance vocationnelle qu'elle est appelée à être au regard de sa situation géographique, au regard de sa position géostratégique, au regard des ressources dont nous disposons, mais aussi au regard des humiliations que nous avons subies. Le Rwanda nous a donné toutes les chances pour nous fâcher. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression la faculté qui amène un peuple à se fâcher a été déconnectée.
a été désactivé. Parce qu'un peuple qui a subi ce que nous avons subi est un peuple pour qui la puissance devient un impératif. Tout à fait. Il faut prendre conscience donc pour nous relever et faire face à tous ces défis. Mais comment sans vous couper la parole, prendre conscience lorsque nous consommons ce que nous consommons au niveau de nos théâtres, au niveau des discours politiciens, au niveau de l'Église, au niveau de nos universités, on nous nourrit de tout ce qu'il faut. Dans la société est malade pour dans dormir. son ensemble. On est malade. C'est pas qu'en politique ou à l'église. C'est la société qui est malade. Dans tous les domaines. La société est malade. L'université vend des diplômes. Ne crée plus de savants. On vend des diplômes. Regardez, aujourd'hui au Congo, il y a des collations, des grades même en maternelle. Et on invite la famille. Pourquoi? La jouissance, l'immédiateté. Regardez, on signe à peine un accord, mais on festoie. En fait, on est en train de fêter alors qu'on a signé le début du match. On va en parler dans un instant. Mais tout de même, on a remarqué qu'il n'y a pas eu de célébration officielle pour le 30 juin dernier. Alors, de quelle manière doit-on commémorer cette fête nationale ou ne rien faire? Non, on doit faire quelque chose. Nous sommes en vie. Célébrons la vie. Au moins, nous sommes en vie. Tenons des colloques. Les dates du 25 au 29 juin, normalement, toutes les universités devraient travailler. Les universitaires, faire revenir ceux qui ont eu à être sur le terrain en tant que praticiens, mettre ensemble avec les théoriciens, réfléchir, papa. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard et ça ne gêne personne. Nous n'avons pas besoin de commémorer, nous avons besoin de nous regarder en face et nous poser la question, sommes-nous fiers de ce que nous avons fait de ces pays? Non, pas moi. Je ne suis pas fier de ce que nous disons à l'église. Je ne suis pas fier, je suis professeur d'université. Je ne suis pas fier de la qualité d'étudiants devant lesquels on se trouve aujourd'hui. Je ne suis pas fier. Vous êtes obligés de descendre à leur niveau. Nous n'avons pas la chance que nos professeurs ont eu de nous avoir comme étudiants. Est-ce que les étudiants à leur place ne diront pas aussi la même chose? Mais non, en fait, c'est la liquéfaction. Le professeur de qualité. Évidemment, c'est la même chose de professeurs de qualité. Mais ces professeurs de qualité, il faut aussi leur donner leur prestige. Il n'est pas normal que les professeurs soient payés comme il est payé lorsqu'on regarde ce qui touche comme émolument un député national. Ce n'est pas normal. Le Congo doit devenir le pays du savoir. Le Congo doit devenir le pays qui fait la sublimation de l'intelligence. Nous n'avons pas à ce stade ici besoin d'être un État démocratique, d'être un État de droit, d'abord un État stratège. Nous sommes tellement enviés, menacés en interne et en externe, qu'il faudrait que l'intelligence devienne notre deuxième religion, à part la foi en Dieu. Il faudrait que nous puissions comprendre que si le Rwanda, par exemple, nous a manipulés pendant 30 ans, c'est parce qu'il a mis son intelligence au service de sa survie. Nous avons congédié l'intelligence pour laisser place au Djalelo, de Mobutu. On a laissé l'intelligence, vous voulez dire que on a laissé, on a dit aux chrétiens, on n'a pas pris les meilleurs d'entre nous pour leur confier des charges. C'est aussi ça les problèmes de l'État, parce que on avait même suivi il n'y a pas longtemps une vidéo qui avait fait polémique. Loin de moi l'idée de créer une polémique stérile dans une église. Quelqu'un dire que je préfère un étranger, je préfère un Congolais très incompétent à un étranger très intelligent. À partir de cet instant, je me pose la question si c'est le message ou c'est un avis personnel. Vous qui êtes mieux placé, vous êtes dans la sphère, non, je crois que un peu plus. C'est un avis personnel. Je n'ai pas suivi l'intégralité, j'ai suivi l'extrait
j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour cette grande dame. Je pense que pour un État comme celui-ci, il faut des gens très compétents. Je dirais, comme Mobutu a dit, même s'il faut pactiser avec les diables pour garder les Zaïre unis, ce n'est pas dit que Mobutu était démoniaque. La Bible contient plusieurs exemples. Joseph était Premier ministre. C'est lui qui gouvernait. Pharaon ne faisait que régner. Et comment est-ce qu'un pasteur peut se passer de ces passages pour émettre un avis Est-ce qu'on a compris son personnel? message? Je ne sais pas si on a compris son message, mais je peux vous rassurer que j'ai appris il n'y a pas longtemps que Castro aurait des origines non cubaines. Fidel Castro. Castro. J'ai appris. Je lis dans un ouvrage. J'ai aussi appris qu'Eduardo Santos aurait des origines capverdiennes. J'ai appris que l'actuel président angolais aurait des origines katangaises. Il y en a. Les exemples sont pléthores. Les exemples sont pléthores. Aujourd'hui, ce débat de la congolité nous a descendu trop bas. Parce qu'on a mal défini le contenu de cette congolité. Non. Le Congo doit être le pays du savoir, mon cher ami Gédéon. Comment allez-vous être exigeant pour les chauffeurs à engager? Vous rassurer qu'il sait conduire et qu'à la tête de nos institutions, on va laisser n'importe qui. Dites-moi que vous ne m'engagez pas parce que je ne suis pas assez compétent. Si je suis sérieux, j'irai refaire ma formation. Ça serait un défi. Même Dieu lui-même recherche ceux qui sont outillés Jésus, et mieux préparés à une mission. Il dit à ses disciples, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Vous savez à qui il dit ça? Aux pêcheurs de poissons. Vous comprenez? Nous avons, par fanatisme, par militantisme, fait beaucoup de mal à ces pays. Nous avons tué le patriotisme au profit du militantisme. Nous avons étranglé le bon sens, la citoyenneté. Nous l'avons étranglé au profit du tribalisme. Nous avons cloué au sol notre chance de réussir pour devenir une grande puissance parce qu'il fallait plaire à l'oncle, à l'ami, à la belle-sœur. C'est ça le mal congolais. Le Congo souffre plus entre les mains de ses fils qu'entre les mains des étrangers. Alors qu'on célèbre les 65 ans d'indépendance, il faut de nouveaux paradigmes. Et que nous voulons nous affirmer en tant que peuple, en tant que nation, la République semble décider de condamner sans forme d'aucun procès l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Il y a même l'affiche sur la RTNC dont son image a été retirée, qui fait polémique. Comment on peut prétendre ou bien vouloir avancer en créant la cohésion, en repoussant d'autres Congolais qui ont eu un rôle à jouer pendant un moment, pendant une période de l'histoire de notre pays, bon ou mauvais qu'ils auront été, quand même l'histoire retiendra qu'ils ont été à la destinée, ils ont présidé à la destinée de ces pays pendant autant d'années. Comment comprendre cette façon de voir les choses? Pendant une minute, puis on va passer à un autre sujet. Plus de raisons que d'émotions. Voilà ce que nous devons faire. Plus de raisons que d'émotions. Voilà. J'ose croire que ça a été une omission. J'ose croire. Je persiste. Délibéré. Une omission, peut-être que l'infographe qui a fait le montage, parce que je ne pense pas qu'on descende si bas. Je ne pense pas. J'ai de l'estime pour l'homme congolais, j'ai de l'estime pour nos hommes politiques, j'ai de l'estime pour nos techniciens. Je ne pense pas qu'il soit possible d'aller vers ces nivellements-là, vers les bas.
Je ne pense pas qu'on puisse... Non, en tout cas, je suis convaincu, même là, sur votre plateau, que c'est une erreur. Si c'était une omission, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, aurait serait sorti même de son silence, de sa réserve pour condamner cet état de choses. Mais pour l'instant, le gouvernement ne dit aucun mot. Le ministre de la tutelle, jusque-là, n'est plus pour aucun mot. En tout cas, c'était décidé, c'est à dessein que cela a été fait. Je ne pense pas qu'on en arrive là, surtout lorsqu'on lance un appel à l'unité nationale, lorsqu'on lance un appel au patriotisme, lorsqu'on dit Congolais, tellement on n'a pas défini quel Congolais, tous nous devons nous lever contre le mal. S'il y a des Congolais qui se sont rangés derrière des étrangers pour faire du mal au Congo, je pense qu'ils doivent s'amender. Ils doivent quitter ce rang pour regarder vers la raison, vers le bon sens. Mais cet acte d'enlever l'image, je vis l'image, mais je suis en train de continuer à croire que ça doit être une erreur parce qu'on n'atteindra jamais une telle imbécilité. Allez, c'est important. Plus de raison que d'émotion. C'est ce qu'il nous faut pour sortir de cette auberge et nous relever. Allez, nous allons prendre le sujet d'actualité. L'accord signé le 27 juin à Washington, D.C. entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais représenté par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Le contenu de l'accord mis sur la place publique fait polémique. Ça suscite à la fois colère, défection et adhésion. Mais ici, sans émotion, sans complaisance, avec Dr Silas Mimile, qui est internationaliste, maîtrise mieux les questions de géopolitique mondiale, on va en cerner le contour et lever le voile autour de cet accord conclu entre les deux pays. Question directe, on commence avec vous. L'accord a été signé. L'accord est attendu pour une paix définitive dans l'est du pays. Paris risquait ou gagner? Paris risquait, je ne dirais pas gagner. Paris risquait lorsque je vois l'euphorie qu'il y a autour de la signature de cet accord, ce triomphalisme. Je pense que ça dénote quelque part l'espoir que le peuple congolais attache à cet accord. Et pourtant, lorsque nous regardons de près, nous lisons de près cet accord, qui est un accord de paix, et tout ce qui porte le terme paix est le bienvenu en RDC parce que nous sommes fatigués, nous voulons la paix. Mais là encore, il se pose un problème de paradigme. C'est quoi la paix pour nous? Est-ce que la paix, c'est la cessation des hostilités? Est-ce que la paix, c'est le fait que le Rwanda prenne ses troupes et sorte au vu aussi de tous? Est-ce que la paix, c'est la neutralisation du M23? Et que dire des autres 216 autres groupes armés qui sévissent dans la partie orientale? C'est quoi la paix? Nous devons sortir du folklore pour traiter les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, je ne vois pas Trump gérer les problèmes comme il l'a fait. Il n'a aucun égard pour cette crise. Il traite parce que nous sommes allés vers lui. Il suffit de voir cette désinvolture, il suffit de voir la manière dont Donald Trump aborde la question. Au départ, c'est nous qui sollicitons les États-Unis pour signer un accord minéré contre sécurité. C'est que beaucoup ont condamné, moi compris, en tant que souverainiste. Mais on ne sait pas par quelle magie Trump décide de ramener
à la table de la négociation le Rwanda. Dès lors que nous connaissons les parrainages dont bénéficie le Rwanda de la part des différentes administrations américaines, qui jusqu'aujourd'hui considèrent le Rwanda comme la gouvernance modèle, école, au niveau de la région. L'étudiant modèle. Malheureusement. Cet accord peut réussir pour ne pas être pessimiste. Mais il semble aussi être un mort-né. Un mort-né. Parce qu'il comporte en lui-même des éléments que le Rwanda a toujours soutenus comme prétexte pour renier sa signature. Tout en rappelant ici que ce n'est pas le premier accord que nous signons avec le Rwanda. Le Rwanda, en tant qu'un pays qui a connu la guerre, Kagame a fait la guerre toute sa vie, ne comprendra qu'un seul langage. C'est le langage de la force. Il faut faire la guerre au Rwanda. Pas nécessairement faire la guerre au Rwanda, mais il faut dissuader le Rwanda à ne pas attaquer le Rwanda, le Congo. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre à la Russie parce que la Russie a dissuadé, a mis en place un dispositif dissuasif. Les États-Unis ne peuvent pas, la Chine peut faire la guerre économique aux États-Unis, mais pas faire la guerre militaire avec les États-Unis parce que l'État dispose de moyens dissuasifs. En fait, nous ne voulons pas devenir des ventes en guerre, mais nous voulons devenir des États stratèges. Un État stratège qui envoie un message implicite à tous les voisins. Vous voyez comment je suis organisé. Vous voyez comment je prends le sérieux que je mets quand il s'agit de l'intangibilité de mes frontières. Vous voyez comment je tiens compte de l'intégrité de mon territoire. Vous voyez comment je tiens à la survie de ma population. Et regardez les moyens dont je dispose. Personne ne va s'aventurer. Vous comprenez? Alors, quelle image nous renvoyons au monde quand nous renvoyons une image. On décide d'abdiquer, ça c'est d'après mon avis, de capituler après 6 mois de l'éclatement d'une rébellion. On décide de signer l'accord avec le Rwanda sous la médiation de Washington. Si la médiation n'était pas menée, conduite par Washington, mais plutôt par l'Union africaine ou par un État africain, cet accord ne serait pas signé. Le Congo, en tant qu'État souverain, aurait eu l'élégance d'évoquer des arguments qui le poussent à douter de la viabilité de cet accord au regard des différents éléments qui sont évoqués, où l'on voit nulle part le Rwanda être évoqué en tant qu'agresseur, mais plutôt de manière implicite évoqué comme menacé. D'où le retrait du dispositif de défense du Rwanda en République démocratique du Congo est conditionné par la neutralisation des FDLR, l'éternel prétexte. Est-ce que ceci n'intervient pas parce que c'est là qu'on a négocié? Non, c'est parce qu'on a en face de nous un médiateur trop puissant. Et c'est ce qu'il faut toujours éviter en cas de négociation. Alors, nous ne jouons pas notre carte, c'est les USA qui imposent. C'est lui qui impose la solution la plus rapide, qui lui convient. Ce sont les USA. C'est Trump qui impose sa solution, sa recette à lui. Et malheureusement, cette recette rassasie plus Trump que le Congo, qui est la victime. Mais ici, le Rwanda semble être l'État menacé par qui? Par les FDLR. D'où, dans cet accord, et vous avez suivi, il n'y a pas plus tard que 2 jours, le ministre des États, ministre des Affaires étrangères rwandais, sur Jeune Afrique, qui dit clairement, sans vergogne, il est dit avec autant d'arrogance que le retrait, c'est quoi les termes? Désistement ou désengagement est conditionné par la neutralisation des FDLR. On lui pose la question, mais ces FDLR se trouvent dans des partis occupés par les M23. Il dit non, ils ne sont pas dans les partis occupés par les M23, ils sont plutôt
au sein de FARDC. Donc vous avez en face... Le FDLR aurait renforcé le rang c'est ce qu'il des FARDC. C'est ce que lui prétexte. Alors vous avez en face de vous des gens qui vous ont montré depuis 30 ans. Alors ce sera une épine sous nos pieds. Comment alors nous allons réussir ensemble avec les forces rwandaises qui ne vont pas quitter pour autant le territoire congolais. Elles doivent y rester pour traquer de manière conjointe le FDLR qui n'existe pratiquement plus parce que depuis 1994 jusqu'à ce jour, la plupart sont décédés, ils ont été rapatriés. Peut-être leurs fils sont pas de leurs descendants ici ou il s'agit de quoi? Bon, ou d'un serpent de mer, d'une réalité mystique qui n'existait pas. Mais écoutez, mystique ou pas, mais je crois que de manière officielle, la République démocratique du Congo a reconnu l'existence des FDLR. Sinon, ça n'aurait pas apparu dans l'accord. Mais c'est ce qu'on avait signé à Luanda en décembre, en novembre dernier. Évidemment. Donc, ce n'est pas. En d'autres termes, Washington n'a rien imposé. Washington n'a rien à imposer parce que Washington n'a vu que l'aspect des FDLR, n'a pas vu le soutien du Rwanda à certains groupes armés, mouvements rebelles en République démocratique du Congo. Parce que c'est ce que nous, on entendait. Voyez-vous, nous, on pensait que les Congolais, de manière générale, attendaient que le Washington allait aussi intégrer les M23 dans cet accord. Et malheureusement, on a mis un mur de séparation entre Washington et Doha. Ce qui, quelque part, légitime les M23. Comme pour dire que nous ne sommes pas concernés par les signatures au niveau de Washington, nous sommes au niveau de Doha, donc nous tenons à nos revendications. Ça ne nous sort en rien, on ne gagne rien. Est-ce que le monde a-t-il été suffisamment convaincu de la rhétorique, de la position du gouvernement congolais et étayé que c'est le Rwanda qui nous agresse? Parce qu'on a suivi les différentes réactions à la porte-pièce. Tantôt, il s'agit d'une opposition armée. Il s'agit, quand il y a des Congolais à la tête d'une rébellion. Et comment on a porté cette cause dans les cercles, dans les concerts des nations pour que le monde penche en notre faveur? Ben écoutez, le monde n'est pas aussi dupe pour n'écouter que ce que nous disons. Le monde, comme vous le dites, a aussi son analyse à faire, tient aussi compte de ses observations et il conclut. Il vous écoute par élégance parce que c'est ça la diplomatie. Mais quand ils prennent des décisions, ce n'est pas en fonction de ce que vous avez dit. C'est en fonction de ce qu'ils ont estimé. Ils ont des représentants ici. Ils savent comment ça se passe. Ils voient. Ils ont des rapports de l'ONU. OK? Ils ont des rapports de l'ONU. Ils ont des rapports de différentes ONG. Ils savent ce qui se passe. Ils savent si le Congo est seulement attaqué et si le Congo ne donne pas aussi des prétextes au Rwanda pour les attaquer. Ils savent. Et moi, j'estime aujourd'hui que nous avons intérêt, le plus vite possible, à en finir avec cette situation d'instabilité. Pas seulement avec les M23. Nous devons avoir un regard globalisant de 360 degrés. Regarder les choses dans leur ensemble, dans leur globalité. Parce que toute solution partielle n'en est pas une. Toute solution partielle va porter avec elle le germe d'un futur problème. Et ça, ce n'est pas nous qui gagnons, parce que ceux qui meurent, ce sont des vies humaines. C'est nous qui sommes en train de perdre. N'oubliez pas que le théâtre d'affrontement ou le théâtre de combat, ce n'est pas au Rwanda, c'est en République démocratique du Congo. Donc, nous devons nous dépasser, transcender notre ego et discuter d'homme à homme. Est-ce que c'est un accord de paix ou un accord d'intérêt économique là-dessus? Vous savez, les États n'ont pas d'état d'âme. Les États ne sont pas des garçons de cœur. Les États n'ont pas de morale. Et la politique internationale est amorale. C'est-à-dire, la question de l'intérêt prime sur le respect de la parole donnée. Personne ne respecte sa parole lorsque ses intérêts sont menacés. Ça, c'est les basiques dans les relations internationales. Nous aussi,
Si nous sentons que cet accord ne tient pas et que les autres ne veulent pas respecter, ne donnons pas l'impression que c'est nous qui sommes les petits frères de Jésus. C'est nous qui voulons la paix. Dès lors que même ce Jésus l'a dit que je ne vous apporte pas la paix, mais je vous apporte l'épée. Et je l'ai cessé de le dire, que vous aurez la paix au tranchant de votre épée. Celui qui ne veut pas utiliser son épée n'aura pas droit à la paix. Donc, aujourd'hui, nous devons changer de narratif. Ce narratif nous a diminués. Ce narratif a fait que personne ne nous respecte. Ce narratif de plainte, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Nous avons encensé le Rwanda. Alors qu'il ne nous paye pas. Aujourd'hui, nous avons même malheureusement réduit. Nous voulons calquer notre politique étrangère sur celle du Rwanda. C'est très dangereux. Ce n'est pas parce que Rwanda dit visite, visite, visite que nous aussi on va dire visite, visite, visite. On n'a pas besoin de faire comme le Rwanda. La rwandophobie ne doit pas nous amener à une aliénation. Ne doit pas nous niveler vers les bas. Réfléchissons comme des Congolais, comme des vrais hommes. Le Rwanda nous a prouvé aujourd'hui que le culte de l'espace n'est pas une force en soi. Petit pays, regarde ce qu'il nous fait subir pendant 30 ans. Nous prenons l'exemple d'Israël. À peine 6 millions, mais il peut tenir face à aller provoquer un État comme l'Iran avec 90 millions d'habitants. Donc le problème n'est pas les petits pays. Cette rwandophobie nous a amené à minimiser le Rwanda. Et l'ennemi qu'on minimise. Et c'est lui qui nous surprend. Et maintenant, avec la guerre à l'international, on va finir par là. La guerre Ukraine, Russie, Iran, Israël aujourd'hui, ce sont de grands dossiers qui intéressent les diplomates et tout ça. Est-ce que la RDC sera sur la liste des priorités? Et comment Trump compte-t-il gérer la situation en République du Congo? L'aide américaine consistera à envoyer les hommes, à former le militaire ou à nous venir en aide quant à la logistique. De quelle manière nous allons obtenir cette paix et si ce sera une paix victorieuse? Une paix que vous obtenez avec l'épée du voisin est une paix momentanée. Celui qui décide de cette paix, c'est le propriétaire de l'épée. C'est-à-dire, si c'est Trump qui nous donne ses troupes, c'est Trump qui décide jusqu'où nous aurons la paix. Les jours où il décide de ramener ses troupes, nous n'avons plus la paix. La paix est une recette conçue, préparée par ceux-là qui estiment d'être concernés en premier, c'est-à-dire l'État souverain. La paix est une nécessité pour cet État qui vise le développement. La paix est une nécessité, mais pour avoir la paix, il faut être un tout petit peu fort. Il n'y a pas de paix pour les faibles. Il n'y a pas de paix pour ceux qui vivent dans le désordre. Il n'y a pas de paix pour ceux qui font le déni de la justice. Il n'y a pas de paix pour ceux qui font taire la raison au profit de l'émotion. Il n'y a pas de paix parce que Trump décide. Il n'y a aucun État où les États-Unis d'Amérique ont imposé une quelconque paix. Israël est un grand allié des États-Unis d'Amérique. Je vous informe que le poste de secrétaire, il essuie des bombardements. Ce n'est pas pour rien que Trump a envoyé quelques missiles en Iran. C'était pour dire à l'Iran, arrête. Parce que les Iraniens ont réussi quelque part à démystifier le fameux dôme de fer. Ils l'ont percé, plus de 40% des missiles lancés ont percé ce dôme de fer. Une véritable démystification. Et Trump devait vite intervenir en faveur de l'Iran, mais aussi pour amener les deux protagonistes à s'asseoir. Aujourd'hui, ils sont sur le point de signer une trêve de 60 jours. Voyez-vous? Mais pourquoi l'Iran a réussi? Parce que, ce que beaucoup de gens ne savent pas, l'Iran, après la Russie, c'est le pays qui compte le plus d'ingénieurs. Le premier pays à compter beaucoup plus d'ingénieurs femmes, c'est l'Iran. C'est-à-dire, ils ont compris que les États-Unis sont contre nous, ils vont faire le jeu d'Israël, mais au moins donnons-nous la chance pour avoir le pouvoir. Et avec quoi on a le pouvoir? C'est grâce au savoir. Et donc, si on ne décide pas de mourir,
ne prétendons pas aussi une certaine résurrection. Le fait d'avoir attaqué une fois suffit pour vous engager dans le chemin de la puissance. Alors, quelle chance donnez-vous à cet accord et quel non, on ne peut pas tout limiter. Éviter. Attention, attention. Cet accord ne résout pas tous les problèmes. C'est l'accord avec le Rwanda. Entre-temps, il faudra signer aussi à Doha avec l'M23. Il faut finir avec les 216. Et organiser les dialogues ici à l'interne. Il faut organiser les dialogues. On ne demande pas au Rwanda de le faire avec le Hutu, les Intérêts. Justement, c'est comme ça que j'ai dit que cet accord ne nous donne pas, ne nous a pas reconnu notre statut de l'État victime, mais nous donne plutôt au Rwanda le statut d'un État menacé. Alors que c'est nous qui sommes le bourreau victimes. Et la RDC. Dont le bourreau serait la RDC. Parce que nous hébergeons les FDLR. Ce qui n'est pas normal. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de piège à éviter. Écoute, comment capitaliser les chances de faire tenir cet accord jusqu'au bout et d'éviter... Au regard, on a presque... Cet accord doit être le 7e accord que nous signons avec le Rwanda. Le 7e, si je ne m'abuse. Il n'a jamais respecté un quelconque. Pourquoi? Parce que le Rwanda... c'est le fait d'étrangler la République démocratique du Congo, un géant au centre de l'Afrique, avec tout ce qu'il regorge comme ressources, avec ce qu'il a comme population, démographie, donne aux autres États africains l'image d'un Rwanda fort. Donc, le Congo faible et fragile est un élément de marketing pour le Rwanda. Et il s'est fait respecter surtout, à travers le monde. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Surtout quand nous-mêmes nous disons c'est le Rwanda qui nous a frappé. C'est le Rwanda qui nous a frappé. Donc le Rwanda gagne en soft et en hard power la réputation d'un État minuscule du point de vue démographique, 26 millions de kilomètres carrés, ok? Être un État petit en taille, mais fort stratégiquement pour garder, étrangler un géant comme le Congo, qui ne cherche pas à se battre contre celui qui les tient étranglés, mais qui ne fait que crier « on m'a étranglé, au secours, au secours, au secours ». Et pour ça, il faut sortir de ces paradigmes-là. Notre narratif nous a affaiblis parce que c'est un narratif trop religieux. Merci beaucoup, Pasteur Silas, pour toutes ces brillantes interventions et analyses. Nous espérons que ça tombera dans de bonnes oreilles. Le Rwanda s'est fait respecter en faisant ce qu'il fait, à la RDC de s'autodéterminer et de prendre son destin en main au lieu d'espérer une intervention américaine pour mettre hors état de nuire les forces qui équiment les richesses du pays dans l'est du Congo. Si aujourd'hui on capitule face au Rwanda, qu'adviendra demain? Si c'est le Congo-Brazza, le Congo d'enfance qui nous attaquait, la Zambie ou encore l'Angola. Car tous les 9 pays sont des potentiels adversaires ou ennemis de la République démocratique du Congo. Donc il faudra les prendre au sérieux et bien nous préparer à l'interne pour éviter que le pire nous arrive encore. Nous espérons que le Congo se relèvera. Merci à vous, Dr Silas, d'être venu. C'est moi qui vous êtes un self-made man. Oui, vous êtes parti derrière pour vous imposer à être ce que vous êtes. Nous en sommes fiers. Nous sommes encore loin d'être ce que nous aimerions être. Merci beaucoup. Avec la même dose de plaisir, nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro sur votre chaîne. À très vite. Bonsoir chez vous.